Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être fidèle à ITV. Les pays africains ne s'entendraient que sur leur division. Les anglophones de l'UEMOA mettent les pieds dans le plat de l'écho. La méthode du tandem Ouattara-Macron est trop cavalière à leurs yeux. Voici donc la colonne vertébrale du journal. L'on est allé trop vite en besogne à propos de la mise en place de l'écho. Le momentum de Macron et de Ouattara sur la fin du CFA est irrecevable. Les ministres des Finances anglophones de l'UEMOA réunis à Abidjan ont totalement rejeté ce qui a été dit à Abidjan sur l'avènement de l'écho en 2020. Le mouvement de contestation et de rejet de la hausse des prix de l'électricité Nyolank n'en démord pas. De nouvelles manifestations sont annoncées vers la fin de ce mois et l'audience avec le président de la République n'est pas une vue de l'esprit sans Guy Marius Sagna à l'air libre ainsi que tous les autres détenus. La RTP, l'agence de régulation des télécommunications, s'est attablée avec les managers des sociétés de téléphonie mobile pour mettre les points sur les i à propos des défaillances notées sur la qualité de service, défaillances imputées au réseau des opérateurs dont les clients souffrent beaucoup et cela davantage à l'intérieur du pays. Focus ce soir sur le nouveau concept d'agroécologie qui allie méthode de production viable et respect des écosystèmes. Cela a permis aux résidents de s'incruster davantage ou de rentrer une bonne fois au bercail malgré les changements climatiques et la pression foncière écrasante. Ce sera en fin de journal et le développement de tous ces titres dans un instant. En réunion donc à Abuja, les pays anglophones de l'UEMOA ont émis de sérieuses réserves quant à la démarche entreprise par les présidents ivoiriens et français qui avaient alors annoncé l'arrivée de l'écho et la sortie imminente du franc CFA. Les ministres anglophones des Finances issus de l'UEMOA ont ainsi condamné une décision unilatérale et inconcevable. Alassane Samba Diop a recueilli la réaction de Nongo Samba Sila, économiste et auteur d'un livre sur le CFA. Il ne manifeste donc aucune surprise. On va l'écouter. Pour moi, c'était prévisible. Depuis le mois de juin 2019, que l'écho est le nom qui a été retenu pour les 15 pays de la CEDEAO et que le nom écho ne devait être utilisé par les pays qui ont rempli les critères de convergence. Et donc, en fin 2019, selon la ministre nigériane des Finances, Ahmed Zainab, un seul pays qui remplissait les critères de convergence, un seul pays sur 15, le Togo. Mais le Togo est trop petit pour pouvoir lancer l'écho. Et donc, Ouattara et Macron n'avaient pas le droit de dire qu'ils allaient renommer pas écho. C'était une usurpation. Et je pense que les gouverneurs de banques centrales et les ministres des Finances des pays de la ZMAO, en zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ces pays n'avaient pas le droit d'utiliser le nom écho. Est-ce qu'on peut dire déjà que l'écho est plombé? En tout cas, ça va être très difficile parce que je pense que c'est quelque part une claque pour Macron et Ouattara parce qu'ils avaient triomphalement annoncé, entre guillemets, la fin du CFA, en fait une fin toute rhétorique parce que les mécanismes du CFA demeurent en l'état. Et surtout, ils avaient promis de renommer le franc CFA en écho dès 2020. Et donc là, ce ne sera pas possible parce qu'il faut que les pays remplissent les critères de convergence et ils ne pourront pas tous remplir les critères de convergence. Donc ça veut dire que le CFA sera là. Et l'autre chose également, c'est que pour ce qui est de l'introduction des billets et pièces éco, éventuellement, ça va demander du temps. Et donc, l'hypothèse la plus probable, c'est que le CFA sera toujours là. On gardera toujours les signes monétaires franc CFA. On va compter en franc CFA. Après, ce qui va se passer, c'est dans quelle mesure ou pas les deux blocs vont être solides. On n'est pas donc sorti de l'auberge. Le collectif Nyolank ne lâche pas du lest. Les contestataires ont prévenu qu'ils vont continuer la lutte contre les ajustements tarifaires
Concernant l'électricité, le projet, c'est d'occuper le terrain tant que le statu quo n'est pas dépassé et les incarnations du mouvement n'écartent pas non plus une probable audience avec le président de la République, mais à la seule condition que Guy Marius Sagna et les autres détenus à Rebeuss soient libérés. La rumeur d'un financement politique a aussi également été démentie. On voit les détails avec Alioune Gueye et Barasso. L'hymne national du Sénégal pour débuter. Il n'en démord pas. Le collectif Ñoo Lank va continuer la lutte pour la baisse du prix de l'électricité. Le collectif Ñoo Lank va continuer avec ses activités de sensibilisation auprès des autorités religieuses et coutumières du pays pour leurs conseils, mais aussi pour les informer et leur demander de raisonner l'État qui refuse d'entendre la voix des citoyens. Nous savons que le devoir d'information précède le devoir de résistance. Que nul doute n'habite ceux qui pensent qu'ils finiront par imposer cette hausse injustifiée aux Sénégalais alors qu'ils ont déjà accepté les sacrifices depuis 7 ans déjà. Ces activistes n'écartent pas l'idée de rencontrer le chef de l'État, mais pas sans leurs camarades détenus. On voudrait que pour que le président marque son ouverture et que cette rencontre puisse se faire dans des conditions vraiment apaisées, que dans cette délégation, qu'il y ait Guy Marius Sagna, qu'il y ait Ousmane Sarr et qu'il y ait Fallou Galass Seck. Parce que n'oubliez pas que ces derniers, ils étaient allés au palais, ils voulaient aller pacifiquement pour transmettre cette revendication des Sénégalais au président. Donc, ça permettrait à nos camarades de pouvoir être là et d'accomplir avec nous cette mission-là. Ñoo Lank est-il financé par des ténors de l'opposition? Pour nos manifestations, on fait un budget de la manifestation. Y'en a marre cotise, Frappe cotise, Gilets rouges cotise, les syndicats cotisent, tout le monde cotise. Si le PDS a contribué, je ne sais pas, Sonko a contribué, ça rentre dans le cadre des cotisations pour les manifestations, point. Les hommes politiques, c'est des Sénégalais. Mais pourquoi on dit pour une cause aussi nationale que celle de l'électricité, on dit qu'on rencontre toutes les forces du pays, on rencontre les forces sociales, les forces économiques, on rencontre les leaders d'opinion et on dit les politiciens, vous les partis politiques, vous ne faites pas partie du Sénégal. Mais pourquoi? Au nom de quoi? Le collectif Ñoo Lank compte attaquer en justice la décision de la commission de régulation du secteur de l'énergie. Une grande mobilisation est prévue à la fin de ce mois à Dakar. Et les enseignants du G7 ne hissent pas également le drapeau blanc et ils annoncent une grève totale le 23 janvier dans la suite logique de son plan d'action. Une procession est aussi prévue en cette même journée. La rencontre avec le ministre de la fonction publique n'y a rien fait. Le G7 est relativement déçu car le nœud gordien que constitue les rappels n'est pas encore dénoué. Bien sûr, d'autres points de friction comme la dématérialisation des fichiers pour accélérer la production des actes administratifs a été également mis sur la table. On voit le compte rendu tout de suite de Mamadou Bipa Sissoko ainsi que Augustin Manda. Des échanges qui auront duré 5 heures entre le ministre de la fonction publique et le G7, au cours desquels des points ont été évoqués dont les lenteurs administratives, la dématérialisation des fichiers, mais aussi le système de rémunération des agents de l'État. La fonction publique dit avoir fait ce qu'elle avait à faire et que actuellement donc, les résultats d'études sont sur la table du président de la République. Voilà pourquoi nous avons dit qu'au-delà de ces rencontres sectorielles que nous saluons, aujourd'hui la solution c'est également rencontrer le président de la République pour qu'il comprenne véritablement quelles sont les préoccupations des enseignants. Parce que tout dernièrement, lors de son message à la nation, tout le monde l'a suivi. Donc, il a dit que les enseignants, donc, ils demandent de l'argent. Nous n'avons jamais demandé de l'argent, n'ont pas demandé augmentation. Une fois de plus, n'ont pas demandé une augmentation de salaire. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est le paiement des rappels. Cette rencontre sectorielle
est en rapport avec le protocole d'accord de 2018, même si de nouvelles revendications s'y ajoutent. Le ministre en charge de la fonction publique a quand même tenu à saluer cette initiative et souligne les efforts faits par son ministère pour y apporter des solutions. Pour ce qui est des actes, j'ai parlé tantôt de lenteur administrative. Nous avons fait le point de 2015 à 2019. Actuellement, ce qui reste dans le circuit de tout le stock, c'est 4000 actes qui sont en instance de signature. Quand je dis 4000 actes, ça peut paraître beaucoup, mais si vous savez que les enseignants représentent 100 000 par rapport aux 150 000 agents de l'État, vous savez que prendre en charge la question des enseignants n'est pas une chose aisée. Les ministères du Logement et des Finances, entre autres, sont interpellés par les revendications des enseignants. Il reste toutefois que les débrayages et grèves annoncées restent maintenus. Nous maintenons le plan d'action. Le plan d'action, donc, à savoir un débrayage le 22 janvier à partir de 10 h et une grève totale le 23 janvier, suivie d'une marche dans l'après-midi à 15 h. C'est un plan d'action qui constitue pour nous une alerte, un message fort envoyé à l'autorité, à commencer par le président et au gouvernement. Le programme d'appui à la modernisation de l'administration devrait aider à résoudre les difficultés à tous les niveaux, mais après une année d'apaisement, les enseignants comptent utiliser l'arme de la grève pour obtenir satisfaction. Il y a aussi des oiseaux sur la ligne ailleurs. On a souvent entendu des pinces sans rire dire qu'ils se trouvent dans le pays où pour téléphoner, il faille monter au sommet des arbres, tant les réseaux des opérateurs téléphoniques sont défaillants au fin fond de notre pays. C'est peut-être un peu fort, mais l'agence de régulation a reconnu toutes ces difficultés. La RTP s'est attablée ce matin avec les directeurs des sociétés concernées pour voir comment enrayer toutes ces fractures sur la ligne. Reportage Cheikh Hassan Fall et Séléman Diallo. Le problème de la qualité du réseau téléphonique demeure un éternel casse-tête au Sénégal. Un souci lié essentiellement au manque d'investissement des opérateurs et qui doit être vite résolu par ces derniers. Et surtout des problèmes d'investissement. Maintenant, les responsabilités sont un peu partagées, mais elles sont d'abord au niveau des opérateurs. Nous avons demandé à l'ensemble des opérateurs du secteur que nous régulons un plan d'action d'ici un mois pour voir avec eux comment nous allons juguler ces problèmes de qualité et de couverture. Ce sont des plans d'investissement qui parviendront en tout cas d'amenuiser, de réduire ces problèmes de qualité et de couverture. Une requête que les patrons des 3 opérateurs de téléphonie mobile comptent satisfaire autant que possible en mutualisant leurs efforts. Il s'agit d'investir, d'investir parfois dans des zones avec une rentabilité limitée. D'autres leviers peuvent être actionnés par l'État. Je vous rappelle qu'il y a un fonds aujourd'hui constitué par une cotisation, un prélèvement sur les revenus des opérateurs pour cette couverture. Donc, regardons comment l'utiliser. Nous sommes dans une dynamique d'échange continu pour voir, au-delà de la compétition qui est naturelle, parce qu'elle est bénéfique pour nos clients, nous pouvons mutualiser nos efforts de couverture du réseau. Après avoir sillonné quelques zones du pays, l'autorité de régulation des télécommunications et postes a trouvé bon d'instaurer un cadre d'échange multilatéral entre lui et les acteurs du secteur, histoire de pouvoir trouver des solutions adéquates aux problèmes des Sénégalais en termes de téléphonie mobile et de connectivité. Et dans la chronique judiciaire à ce stade du journal, il n'a pas eu gain de cause. La Cour suprême a rejeté tous les pourvois en cassation de Tahibou Ndiaye introduits par ses conseils. Il a été acté que l'ancien directeur du cadastre ainsi que sa famille se sont enrichis illicitement d'après le juge. Les moyens évoqués par la défense ne sont pas fondés et ne sauraient prospérer. Le juge les a donc condamnés aux dépens.
L'installation ce jour du nouveau directeur général des douanes sénégalaises, le colonel inspecteur principal des douanes, Abdourahmane Dieye, est entré en service à la suite de la passation de témoins avec son prédécesseur parti à la retraite. Le nouveau patron des soldats de l'économie s'est engagé à accentuer la lutte contre tous les fraudeurs, donc de tout acabit. Voici le reportage de Chersal et Barasso. Je déclare M. Abdourahmane Dieye, inspecteur principal des douanes, installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général des douanes. C'est officiel, Abdourahmane Dieye remplace Oumar Diallo à la direction générale des douanes sénégalaises. En lui passant le témoin, le directeur général à la retraite a félicité son équipe qui a, selon lui, produit des résultats fort appréciables. Il garantit que la barre des 1000 milliards sera bientôt atteinte en termes de recettes. Ces résultats fort appréciables ont été obtenus suite à une organisation des services de l'assiette, une organisation des services de la surveillance avec la création de nouveaux bureaux de subdivision de brigades commerciales, de brigades mobiles et de postes de douane, et une meilleure maîtrise de l'assiette. Il s'est dit que pour la première fois, nous allons franchir en liquidation la barre des 1000 milliards. 1026 milliards sont attendus. La lutte contre la criminalité transnationale organisée, la dématérialisation des procédures administratives, entre autres, sont en ligne de mire pour le directeur général entrant. Abdourahmane Dieye compte privilégier le dialogue exclusif et collectif. Il s'agit entre autres de l'élargissement de l'assiette fiscale, dont l'objectif, de par l'action en partie de la douane, est d'atteindre le taux de pression fiscale de 20% à l'horizon 2023, conformément aux critères de convergence de l'UEMOA. C'est pourquoi, chers collaborateurs, je vous exhorte à redoubler d'efforts. Je vous exhorte à redoubler tous ensemble d'efforts et de vigilance afin que notre administration donne toujours le meilleur d'elle-même au bénéfice du peuple sénégalais. Redoubler d'efforts et de vigilance, oui, pour que la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, SRMT, devant être mise en œuvre à partir de cette année, soit une réussite à laquelle la Direction générale des douanes jouera un rôle décisif. Voilà un chantier sur lequel nous devons constamment être à pied d'œuvre. À ce sujet, dans les meilleurs délais, et avec l'aide des femmes et des hommes engagés que vous êtes, il nous revient, entre autres priorités, de consolider les acquis en matière de sécurisation des produits porteurs de recettes. Une douane de proximité au service du développement économique, c'est tout ce que souhaite le nouveau douanier en chef, nommé ce 2 janvier par le chef de l'État. Merci cher, et on l'a vu hier avec la confession d'Eva-Marie Kolsek, l'impact des ressources minières dans l'économie sénégalaise est encore mitigé. Les terroirs n'en ressentent pas non plus les effets comme ça devait être. Publier ce que vous payez en Afrique de l'Ouest veille au grain dans ce domaine, et son analyse de la situation ne suscite guère d'enthousiasme. C'est le manque de volonté politique qui est mise en cause. Dans le cadre d'un panel, la société civile a mis le doigt sur les aspects transparence et redevabilité. Voici le compte-rendu de Boubacar Dian et Mafalfal. À l'instar de beaucoup de pays dotés de ressources minières, le Sénégal compte faire du secteur minier un des piliers de son développement durable, mais toujours est-il que les populations qui sont à la base ne bénéficient toujours pas des ressources. Demba Seydi est le directeur de la plateforme Publier ce que vous payez en Afrique de l'Ouest. De façon théorique, la Constitution dit clairement que les ressources appartiennent au peuple. Mais si nous examinons de façon effective et réelle, nous considérons que les ressources n'appartiennent toujours pas au peuple sénégalais. Si nous prenons l'exemple du secteur minier où il y a un fonds d'appui au développement qui a été institué, malheureusement de 2010 à nos jours, il reste inopérationnel. Pour Demba Seydi, il y a un réel manque de volonté politique quant à l'effectivité des mesures prises par l'État du Sénégal. Je crois que pour le secteur minier, toutes les garanties ou tous les mécanismes, en tout cas du point de vue juridique, sont établis. Il ne reste qu'une volonté politique pour que l'État puisse rendre cela opérationnel. Sauf si ces
montants-là ont été déjà utilisés à d'autres fins. Donc ce qui constituerait effectivement un détournement d'objectifs et ce qui est passible vraiment de sanctions pénales. Hormis la volonté politique, il faut un contrôle strict des lois mises en place. Toutefois, il faut attirer l'attention qu'au-delà de la loi, il faut que l'applicabilité de la loi soit réelle. Et dans l'applicabilité de la loi, c'est l'administration qui est derrière pour administration. Et si les compétences réelles existent pour faire tout le contrôle nécessaire pour que ces ressources-là ne nous échappent pas. Bientôt vont démarrer les premières productions de pétrole et de gaz au Sénégal. Mais de l'avis de Omar Sy, le secteur privé sénégalais n'est pas encore prêt pour participer à la production de pétrole et de gaz. La gestion et la distribution de l'eau à Mbacké angoisse la population qui s'en prend à la structure qui en a la responsabilité. Et de plus en plus de voix s'élèvent contre la façon dont cette problématique est prise en charge dans le monde rural. À Mbacké, le mécontentement s'est amplifié. Les détails dans cette correspondance sur place de Gora Ndaklo. La population rurale établie à Mbacké dénonce la démarche de l'Aquatec. Selon le président des maires du département, l'accès à l'eau potable devient un réel problème. Tous les gens qui ont pris la parole ici ont dénoncé l'Aquatec. Toutes les populations. Il n'y a aucun intervenant qui est venu pour monter sa satisfaction. Et cela également découle de la base. On a entendu également l'Aquatec parler. Il a tenu des promesses. Mais je dois préciser, il y a cela 1 an et demi, il avait tenu ces mêmes promesses. Aucune de ces promesses n'est respectée jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce qu'il a dit aujourd'hui, le directeur-là, n'engage que lui. Une situation reconnue par le préfet de Mbacké qui évoque d'ailleurs des discussions pour solutionner l'équation. L'effort qu'il fournissait en tant que prestataire, que cet effort-là soit démultiplié pour qu'il y ait beaucoup plus de diligence donc, dans les solutions à apporter au dysfonctionnement. Il en est également d'autres problèmes qui se sont greffés également à la gestion de Aquatec, sur lesquels on peut faire l'économie d'y revenir, puisque c'est véritablement un certain nombre de problèmes qu'on a exprimés ici. Venu s'enquérir de la situation hydraulique du monde rural, le directeur de l'Aquatec parle de discrimination. Demander le départ, vous savez, au niveau des réformes, je le rappelais tout à l'heure, pendant la réunion, il fut une période où les gens refusaient qu'il y ait des compteurs, qu'on installe des compteurs d'eau chez eux. Ils s'armaient de bâtons, de machettes et tout ça pour refuser l'accès des compteurs. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui se battent pour avoir des compteurs, donc qui réclament notre départ. Notre départ n'est pas acté par leur récrimination, notre départ sera acté éventuellement par ceux qui nous ont installés ici. La population rurale du département de Mbacké demande tout simplement la résiliation du contrat de l'Aquatec. Et sur les aspects sanitaires, l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye s'est enrichi d'une unité de néonatologie. Le nouvel espace de soins va contribuer à la lutte contre la mortalité infantile et cela a été possible grâce à la contribution de l'UNICEF. Le ministre de la Santé a procédé à l'inauguration de la nouvelle infrastructure. Mamadou Lamine Fati et Abdourkhadre Diouf ont réalisé le reportage. Une nouvelle unité de néonatologie et de kangourous, inaugurée à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. Déjà, plus de 900 nouveau-nés accueillis. On a un service de maternité qui fait à peu près 4500 accouchements par an. Et on s'est aperçu à un moment donné, malgré la présence du service de pédiatrie, qu'il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient prématurément et qui avaient aussi des souffrances et qui étaient référés dans d'autres structures. Et quand on dit référés, vous comprenez que parfois il y a des problèmes de transport, etc. Et donc pour réduire un peu ce taux de mortalité, nous avons essayé de faire un projet qu'on a présenté à l'UNICEF et à d'autres partenaires qui nous ont financé pour l'ouverture d'une unité de néonatologie avec une capacité d'accueil de 10 lits. Une nouvelle manière de prise en charge des nouveau-nés qui s'ajoute au dispositif déjà existant. Donc les mamans qui viennent avec leur bébé, la méthode corps à corps
qui permet à l'enfant de se développer progressivement et ça permet aussi de désengorger l'unité de néonatologie. Alors, beaucoup de choses vont changer. Pour la prise en charge de la mère, bon, déjà, on a une maternité qui est déjà pré-cotée. Maintenant, pour la prise en charge du nouveau-né, c'est le taux de mortalité qui va baisser énormément. Et aussi, ce qui va changer, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous permet de récupérer les enfants qui sont nés au niveau de la maternité et qui présentent des anomalies ou des souffrances pour les traiter directement au niveau de l'unité de néonatologie. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, accompagné d'une forte délégation, a inauguré cette unité de néonatologie et de kangourou à l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye, en présence de Madame Sylvia Danaylov, représentante de UNICEF au Sénégal. Le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. Il est également dans les yeux de celui qui le regarde. Les actualités internationales sont prises en charge et commentées ce soir par Ndeye Mariam Gueye-Niass. On ouvre l'actualité internationale avec la Guinée où les manifestations continuent contre le projet de nouvelle constitution proposé par le président guinéen. En 3 jours, 3 morts ont été dénombrés. Human Rights Watch affirme dans son dernier rapport mondial sur les droits humains qu'il y a une répression croissante des libertés de réunion et de rencontre en Guinée. De son côté, Damantang Albert Camara, ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile, s'étonne de certains éléments de ce rapport. Il affirme que le droit de manifester est respecté en Guinée. Par ailleurs, la Direction générale de la police nationale indique dans une circulaire avoir constaté le comportement désobligeant de certains de ses agents à travers les réseaux sociaux. Le directeur général de la police affirme qu'il met en place une commission d'enquête spéciale pour rechercher et identifier les auteurs. Et puis en Angola, la milliardaire angolaise Isabel dos Santos en guerre avec la justice et le gouvernement angolais qui l'accuse de détournement de fonds publics a menacé de porter le combat sur le front politique en évoquant sa candidature à la présidence. Depuis 2 semaines, la fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos nie sur tous les tons avoir pilé les caisses de l'État et dénonce le procès politique qui lui est fait par le successeur de son père, João Lourenço, dans un entretien à la radio-télévision portugaise publique RTP, celle que les Angolais appellent la princesse, est montée d'un ton en lâchant qu'elle envisageait de briguer la magistrature suprême de son pays en 2022. Le mois dernier, un tribunal de Luanda a jeté un pave dans la marée en ordonnant le gel de ses comptes bancaires et des actifs de Madame dos Santos dans ses entreprises angolaises. La justice la soupçonne d'avoir détourné avec son époux, le Congolais Sindika Dokolo, plus d'$1 milliard des comptes des entreprises publiques Sonangol et Anjama. Pour nourrir ses propres affaires, celle qui est considérée par le magazine américain Forbes comme la femme la plus riche d'Afrique a d'abord souligné que les sanctions de la justice mettaient en péril ses 20 000 employés angolais, sans grand résultat. Son père, José Eduardo dos Santos, a dirigé l'Angola d'une main de fer pendant 38 ans, de 1979 à 2017. Ses critiques lui reprochent d'avoir mis l'économie du pays en coupe réglée au profit d'une poignée de proches. En Australie, la pluie tombe enfin sur les régions ravagées par les incendies. Ces précipitations ont provoqué un immense soulagement sur la côte est, mais elles pourraient aussi créer de nombreux problèmes, avec des précipitations allant jusqu'à 80 mm dans certaines régions et qui devraient continuer tout au long du week-end. Le nombre d'incendies est passé sous la barre symbolique de la centaine, parmi lesquels seulement une trentaine ne sont pas maîtrisés dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé d'Australie, mais aussi le plus touché par ces feux. La crise est néanmoins loin d'être terminée. Les autorités craignent notamment que les pluies ne charrient les cendres des incendies vers les sources d'eau potable qui pourraient être alors contaminées. Les incendies, eux, ont d'ores et déjà fait 28 morts et les scientifiques évaluent à plus d'1 milliard le nombre d'animaux tués.
Enfin, on termine avec Paris, Londres et Berlin qui ont annoncé déclencher une procédure contre l'Iran pour qu'il respecte ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Vienne. Une source de Washington parle d'extorsion. Selon lui, Donald Trump a fait clairement du chantage à Paris, Londres et Berlin, les menaçant de nouvelles taxes sur l'importation des voitures européennes s'il n'enclenchait pas le mécanisme de résolution des différends avec l'Iran. Les 3 pays signataires de l'accord en 2015 sur le nucléaire se sont exécutés. Ils ont engagé une procédure contre l'Iran. Celle-ci contraint la République islamique à se conformer au texte, sous peine d'un retour de sanctions internationales. Et avant de prendre congé, on va s'intéresser au concept d'agroécologie, la tendance qui voudrait inventer des systèmes alimentaires viables et respectueux de la nature. La méthode a été incubée dans la zone des Niayes qui demeure à mon avis le jardin de Dakar. C'est une aubaine pour beaucoup de villages là-bas où l'on parle de plus en plus d'exode urbain. Reportage et illustration à Cœur-Mousseux où la résilience de la population est à la hauteur des défis climatiques et du grignotage continu des terres agricoles. Moustapha Gabar Diop et Moussa Fall ont eu la main verte ce soir. Village de Landou, à près de 45 km de Dakar. Près de 2000 âmes vivent ici. Le travail de la terre est la principale activité. Il permet de se nourrir et de générer des revenus. Une opportunité rendue possible par de nombreux ouvrages réalisés par les villageois pour combattre l'érosion des terres causée par le ruissellement des eaux. Parce que le ruissellement aussi, Les ruissellements sont à l'origine de beaucoup de dégâts sur la dégradation du sol. Mais depuis 2006, lorsque nous avons démarré nos travaux, le sol est devenu beaucoup plus exploitable. Et même certaines herbes qui avaient disparu sont revenues et nous voyons des résultats positifs. Haricots, manioc ou bissap, entre autres, fleurissent aujourd'hui ici grâce aux efforts de la population. C'est très important de pratiquer une agriculture saine et bio car le rendement est élevé. Avec les produits chimiques, une plante qui pourrait vivre 6 mois ne dure que 3 mois. En plus, les aliments sont plus sains, sans pesticides, aussi bien pour les êtres humains que le sol. On oublie également que le sol est vivant et qu'il a besoin de se régénérer. Sans nutriments dans le sol, rien ne pousse, mais avec les engrais naturels, c'est facile de cultiver. Les cultures de la région se font sans pesticides ou engrais chimiques. Cette gestion responsable des ressources naturelles donne des aliments bio qui se vendent bien, aussi bien au Sénégal qu'à l'extérieur. Au moment où nous sommes, nous souhaitons pousser les Sénégalais à aller beaucoup plus vers la culture du bio. Et il faut savoir que les productions bio peuvent faire du bien pour beaucoup de Sénégalais. Les habitants déplorent les conséquences des projets TER ou encore l'aéroport de Diass qui viennent réduire les surfaces agricoles en augmentant la pression foncière et toutes les formes de spéculation dans la zone. Nous souffrons des travaux lancés par l'État. Le TER et l'autoroute Eiffage nous causent beaucoup de tort, car à cause de cela, nous perdons le peu de terre que nous avions pour cultiver. Nous demandons de l'aide car tous nos espoirs sont dans ces terres. Nous n'avons pas de diplôme. L'agriculture est notre seul gagne-pain. Tous nos enfants qui étaient partis vers les grandes villes sont revenus pour travailler la terre. La pauvreté des sols était la raison de leur départ, mais maintenant l'agriculture donne des résultats ici, donc le gouvernement doit nous aider. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal, la météo dans un instant, et puis
Les inspirations du professeur philosophe Keno Askanui ce soir avec Soda Djakoumpa et puis Tchambar s'est dîné avec l'imam Kanté. L'encre du savant est plus précieuse que le sang du martyr, une parole prophétique, à propos de laquelle l'imam ne nous démentira pas. Je vous remercie donc de votre aimable attention et bonsoir.